Bonjour, je vais vous parler de l'utilisation de l'AIS sur des bateaux de plaisance, des voiliers en particulier. Commençons par l'acronyme AIS, Automatic Identification System, ou en français, Système d'identification automatique. Alors, c'est quelque chose qui a été développé et qui fait partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer, le fameux SMDSM, et ça a été introduit par l'Organisation maritime internationale et l'Union internationale des télécommunications vers 2002, disons, pour améliorer la sauvegarde et le sauvetage en mer, et plus spécifiquement pour éviter les abordages. Posons-nous la question tout d'abord de comment un capitaine ou un officier de cargo aperçoit un voilier. Dans beaucoup de circonstances, il ne le voit pas, et dans d'autres, c'est vraiment un petit détail sur l'horizon. Par contre, nous, quand nous voyons un de ces cargos monstres, c'est tout à fait différent, surtout si nous sommes un peu trop près. Ce qu'on veut surtout pas voir, évidemment, c'est l'accident. Alors, c'est à ça que va servir l'AIS. Quels sont les éléments d'un AIS? De quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, il nous faut un code d'identification, le fameux MMSI, dont tout bateau dispose aujourd'hui s'il a une VHF. Il nous faut un GPS, un système de positionnement par satellite, et l'AIS lui-même, qui soit se présente sous forme d'une boîte tout à fait fermée, et qui lui aura besoin d'un écran externe qui sera celui de votre traceur ou de votre ordinateur, soit il dispose lui-même d'un écran, comme celui-ci par exemple, voilà, qui a un petit écran, et c'est en fait un émetteur-récepteur qui va utiliser deux canaux VHF pour envoyer et recevoir des informations. Certains incluent d'ailleurs aussi le GPS, et donc il nous faut encore une antenne VHF qui sera soit celle de la VHF du bateau, soit une deuxième antenne VHF. Alors, ce système est devenu obligatoire pour toute une série de bateaux, ceux de plus de 300 tonnes qui font des voyages internationaux, ceux de plus de 500 tonnes s'ils ne se déplacent que au niveau national, tous les bateaux de passagers, et bon, il y a quelques petites différences, c'est-à-dire que bon, il y a parfois une date de construction, ceux qui sont construits avant 2002 n'en ont pas besoin, etc. Ceux-là sont des bateaux qui ont un AIS qu'on appelle de classe A, et qui sont des installations un peu plus développées que les nôtres. Nous faisons partie des bateaux pour qui l'AIS est optionnel, et donc c'est la classe B, c'est les bateaux de plaisance, et tout autre bateau, par exemple les bateaux de pêche qui ne sont pas très grands, peuvent avoir un AIS. Alors, quelles sont les informations qui sont diffusées par ce genre de système? Il y a tout d'abord un rapport de position qui est envoyé. Ce sont des données dynamiques qui sont récoltées de manière automatique par l'AIS et qui sont envoyées toutes les 2 à 10 secondes, ça dépend un peu de la vitesse de déplacement du bateau, et si le bateau est à l'ancre, toutes les 6 minutes ou même plus, je pense. Donc ces données sont quoi? Ce sont le MMSI du bateau, sa position, sa route, sa vitesse
et son relèvement par rapport à celui qui reçoit ces informations. Très intéressant. Ensuite, de manière moins fréquente, c'est-à-dire toutes les 6 minutes, un autre rapport est envoyé, qui est un rapport statique. Ce sont des informations propres au navire et qu'il faut avoir encodé soi-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'y fier non plus. Ce sera le nom du bateau, généralement ça c'est correct, des informations sur sa taille, sa destination, son heure d'arrivée estimée, et son statut de navigation, c'est-à-dire par exemple est-ce qu'il est en route au moteur ou bien est-ce qu'il est au mouillage ou quelque chose comme ça. Et effectivement, souvent on voit des cargos qui font 10 nœuds mais où il est indiqué qu'ils sont au mouillage. Bon. Donc ces informations-là sont un peu à la fois moins importantes et puis surtout elles sont beaucoup plus aléatoires. Alors, toutes ces données sont disponibles, donc c'est par VHF, donc elles sont disponibles plus ou moins dans un rayon de 20 000 nautiques. Et dans un rayon de 20 000 nautiques, il peut y avoir énormément de bateaux. Chacun avec un AIS. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que ces bateaux, chaque fois, envoient leur message et se réservent déjà, et ils l'envoient en quelques millisecondes, et ils se réservent déjà un slot, un endroit où ils vont pouvoir envoyer le prochain message. Et donc ça permet effectivement à même une centaine de bateaux qui seraient tous dans un rayon de 20 000 d'envoyer leur information. Nous avons un écran sur lequel nous voyons le bateau, et puis tout simplement les informations que nous donnerait un GPS normal au sujet du bateau, c'est-à-dire sa vitesse sur le fond, sa route et sa position. Ensuite, si nous repérons un navire et que nous demandons des informations sur ce bateau-là, nous allons obtenir son nom, la distance à laquelle il se trouve, le relèvement par rapport à nous, donc la vitesse de ce bateau sur le fond, sa route, et aussi deux informations qui sont particulièrement importantes et que, en tant que plaisanciers, nous ne connaissons pas nécessairement. Ceux qui ont un radar le connaîtront peut-être. C'est le CPA et le TCPA. Alors, le CPA, Closest Point of Approach, est la distance la plus petite entre les deux navires se déplacement à une vitesse et sur une route constante. C'est-à-dire qu'à un certain moment, deux bateaux qui sont peut-être maintenant à 10 000 l'un de l'autre, au fur et à mesure qu'ils se déplacent, à un certain moment, ils vont se retrouver à, mettons, une distance de 2000, et puis leur route fait qu'ils vont de nouveau s'éloigner l'un de l'autre. Donc ce qui va nous intéresser, ce que nous donne le CPA, il calcule la distance minimale. Donc il va nous dire, ok, 2000. Et ensuite, le TCPA, c'est le temps avant que ces deux navires ne soient à cette distance minimale. Et donc, il va nous dire, 2000, vous allez vous trouver à 2000 dans 15 minutes, par exemple. On peut se servir du CPA et du TCPA pour définir des alarmes. Simplement en se posant deux questions, c'est à quelle distance minimale est-ce que j'accepte de croiser un cargo? Et deuxième question, combien de temps avant d'arriver à cette distance minimale est-ce que je désire être averti? Ok, alors voilà un exemple d'alarme. Donc ici, nous voyons tout à coup sur l'écran apparaître quelque chose. Le navire Cap Sally se trouvera à 1,22 milles nautiques dans plus ou moins 15 minutes. Et donc, je suis averti de ce fait. Et il est temps de prendre des mesures, de réfléchir, comment vais-je réagir, que vais-je faire? Ou en tout cas, d'être là pour surveiller ce navire. Pour éviter les abordages, il suffit d'appliquer deux des règles du
RIPAM, du règlement justement pour prévenir les abordages en mer. La règle numéro 5 sur la veille qui dit que tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles. Et la deuxième règle qu'on doit utiliser, qui est bien connue, c'est celle qui nous dit qu'il y a un risque d'abordage si le relèvement au compas d'un navire qui s'approche ne change pas de manière appréciable. Et donc, sur l'AIS, nous allons pouvoir surveiller aussi le relèvement du navire de manière peut-être même plus précise que lorsque nous prenons le relèvement avec un compas, parce que ce relèvement nous est donné. Et donc, nous allons le surveiller sur l'AIS, mais aussi visuellement. N'oublions pas donc que la règle numéro 5 nous dit par tous les moyens disponibles. Un de ces moyens, c'est tout simplement de regarder avec notre compas de relèvement, éventuellement aussi avec un radar, si on dispose d'un radar. Et finalement, nous avons encore un moyen très utile à bord, qui est la VHF. Comme nous avons le nom du navire grâce à l'AIS, nous pouvons facilement contacter ce navire et le faire bien à temps, donc quand il est encore à plusieurs milles, pour lui demander si nous passons devant ou derrière, et si nous passons tribord sur tribord ou bâbord sur bâbord. Hein. L'expression, alors il faut généralement le faire en anglais, l'expression est simple, c'est red on red ou green on green. Alors, voilà les avantages de l'AIS, mais il y en a d'autres. C'est que tout à coup, votre petit voilier, il devient visible pour les cargos. Eux, ils ont un AIS et ils vont voir votre signal. Ils vont se dire, tiens, il y a un petit bateau que je ne vois pas depuis le pont, mais qui est là quelque part, qui, au lieu de faire comme moi 15 nœuds, il ne fait que 4 nœuds 5. Et voilà plus ou moins sa distance et son cap. Et très souvent, vous remarquerez d'ailleurs que les cargos prendront bien à temps l'initiative et modifieront leur route pour éviter de vous aborder. Il y a encore d'autres avantages, puisque vous êtes identifié, on peut vous appeler facilement, donc une meilleure communication entre les navires. C'est un système qui est beaucoup moins coûteux et aussi moins gourmand en énergie que le radar normal et qui en plus est plus facile à utiliser. Et en particulier, il est moins influencé par le mauvais temps. Il n'y a pas de mise au point compliquée comme sur un radar. Et il peut voir derrière une île ou derrière une courbe, par exemple. Donc, il peut même être assez utile dans un chenal ou voire dans un canal. Alors finalement, les secours, si vous avez besoin de secours, peuvent beaucoup plus facilement vous identifier et s'approcher du bon navire et ne pas se tromper de bateau à secourir. Et finalement, ben ça c'est plus pour s'amuser. Vos amis peuvent vous suivre sur Internet et voir où vous vous trouvez. Bien sûr, ce système a aussi des limitations. C'est que certains navires n'ont pas d'AIS, on l'a déjà dit. Certains qui en ont le coupent parfois parce que les pêcheurs qui ont repéré un beau pan de poisson, ils n'ont pas envie que tous les autres pêcheurs viennent au même endroit, donc il se peut qu'ils le coupent. C'est un exemple. Bon, les navires militaires n'ont pas d'AIS non plus, ou parfois ils l'ont, mais ils n'ont pas d'obligation de l'avoir qui fonctionne. Alors, ça nous l'avions déjà dit, l'information statique peut être fausse. Vous, si vous mettez une alarme à proximité des ports, comme il y a énormément de bateaux, vous risquez d'avoir beaucoup trop d'alarmes. Donc, quand vous approchez d'un port, il faut couper l'alarme et la mettre en route quand vous quittez le port, mais pas dans le port.
Et finalement, sachez que vous êtes aussi visible par les autorités. Et donc, faites attention aux amendes en cas d'infraction. Un plaisancier qui a coupé un rail, un dispositif de séparation de trafic d'une manière qui n'était pas la manière régulière, c'est-à-dire en perpendiculaire, a écopé d'une amende parce qu'il a été repéré par son AIS. Et finalement, n'oublions pas la règle 5 du RIPAM, c'est la veille, et n'oublions pas que même si on a un système qui peut éventuellement donner des alarmes, etc., nous sommes tenus d'assurer une veille visuelle et auditive appropriée et utiliser tous les moyens pour ce faire. C'est-à-dire aussi, de temps en temps, même avec votre système, vous regardez autour de vous pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Voilà, et il me reste tout simplement à vous souhaiter bon vent.